L'État ralentit le profit. Le citoyen est un animal consommateur. Ou tout simplement, l'économie d'abord. Avec un discours aussi réducteur et aussi dangereux la bouche, comment notre gouvernement peut-il prétendre parler d'éducation? Comment peut-il se dire la gardienne de l'accessibilité aux études? Car ne nous leurrons point. La hausse des frais de scolarité n'est que l'aboutissement des politiques néolibérales en éducation. Et si on bloque pas ça, ça va continuer. Pour le néolibéralisme, le citoyen n'existe qu'en tant qu'il est un travailleur et un investisseur. L'école n'est considérée que comme un moyen d'avoir sa job pour faire rouler encore plus vite la roue spectrale du profit et de la rentabilité. Écoutez ces mots pleins de sagesse du recteur de l'Université de Montréal, Guy Breton. Les gens vont étudier pour travailler. Tabarnak! Dans quelle planète vivent ces gens? Dans ce monde sinistre existent les sciences pures, la philosophie, les sciences humaines, les arts, la recherche fondamentale, l'idée d'un humanisme derrière l'éducation, la pensée critique, la culture, bref, les bases d'une société saine et intelligente, parce que tout ce qu'on attend de nous, c'est n'être qu'une bonne ressource qui travaille. Et encore. Comment être heureux? Comment s'émanciper? Comment être libre? C'est que le néolibéralisme ne fonctionne qu'en s'imposant par la violence et l'ignorance. Toutes les expériences traumatisantes dont nous avons été témoins durant la grève le démontrent. Il n'y a pas de néolibéralisme sans matraque, sans stupidité, sans aveuglement volontaire. La pensée unique et dogmatique du néolibéralisme, c'est la pensée économique qui se veut la seule pensée possible, la seule pensée raisonnable. Et cette pensée va tout faire pour gagner et nous écraser. En détruisant la qualité, l'indépendance et l'accessibilité égalitaire de nos écoles, les tenants du néolibéralisme s'assurent que sa propagation continue en sapant les bases de notre culture citoyenne, critique, académique et politique. À notre Premier ministre, qui n'entend que le vocabulaire de la finance, nous lui demandons, par dizaines et centaines de milliers, combien coûteront vos politiques destructrices? Combien vaut l'ignorance d'un peuple? Comme le demandait Marcel Godin en 67, combien ça coûte au peuple l'inculture? Que l'histoire ne s'est pas arrêtée. Les luttes continuent comme la nôtre. Nous nous battons pour protéger l'école de différentes manières et sur différents fronts. Dans les assemblées, en piquetant les cours, dans la rue, dans les manifestations, dans les journaux, dans les débats, chez nos familles. Mais nous combattons tous le même ennemi, la pensée néolibérale qui tente de détruire nos écoles, notre démocratie et notre droit plus fondamental à une éducation libre, indépendante et accessible pour tous et toutes. Notre union en un mouvement social fort est notre plus grande force et aucune arrogance, aucun mépris ne pourra jamais entacher notre dignité. Et si l'histoire se rappellera du gouvernement Charest de l'infâme loi 78, l'histoire se rappellera surtout de ceux et celles qui auront le courage de se battre pour les droits et la liberté en participant au piquetage des cours lors de la rentrée d'août. La grève n'est pas finie et c'est nous qui la porterons à la victoire. Vive la grève, vive la lutte, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Nous sommes dans la rue parce que le gouvernement a voulu imposer une hausse de frais de scolarité
mis en place une loi qui brime notre démocratie. Mais nous sommes aussi dans la rue parce que notre lutte ne s'arrête pas à la question des frais de scolarité. Notre lutte est bien plus grande. Elle s'attaque à l'ensemble des politiques dévastatrices de notre bien commun. Nous sommes dans la rue parce que nous refusons que l'être humain se résume à être un être consommateur. Nous sommes dans la rue parce que nous refusons de marchandiser nos services publics dans leur ensemble. Le gouvernement et les banquiers nous parlent de marché, de profit et de compétitivité. Nous leur répondons égalité, justice et solidarité. Les politiques néolibérales mises de l'avant par nos gouvernements saccagent l'ensemble de nos services sociaux. Il y a de moins en moins de programmes sociaux, de moins en moins de ressources et de services, et pourtant, nous payons de plus en plus cher. Pourtant, les compagnies font de plus en plus de profit et l'écart entre les riches et les pauvres est de plus en plus grand. Régression du niveau de vie et de l'emploi, mise à pied massive, saccage des programmes sociaux, c'est ça le néolibéralisme. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Nous croyons que la santé ne doit pas être vue en termes de profit. Le gouvernement libéral a imposé une taxe santé à tous et à toutes, peu importe leur revenu. 200 piastres, c'est pas la même chose quand tu gagnes 20 000 que quand tu gagnes 200 000. Puis après ça, on nous dit de juste part. Laquelle juste part? Cette taxe est injuste, comme la majorité des politiques que notre gouvernement met en place. Ce que l'on doit se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme système de santé? Est-ce que nous voulons du principe d'utilisateur-payeur comme chez nos voisins du Sud où les enfants meurent faute d'argent? Non! Nous voulons un service financé selon la capacité de chacun et chacune et accessible à tous et à toutes. Nous croyons que notre vie n'a pas à avoir de prix. Et le néolibéralisme, ça s'attaque aussi à nos emplois et à notre protection sociale. Les conservateurs viennent de démanteler la loi sur l'assurance chômage. Pourtant, ce programme faisait déjà des profits. C'est pas compliqué pour les bien nantis de ce monde qu'on accuse de corruption de couper dans les programmes sociaux qui n'en auront jamais besoin. Nous refusons que les gens aient à choisir entre se nourrir, se loger et se vêtir. Nous refusons de les laisser mourir. Nous voulons des programmes sociaux pour que tout le monde ait le droit à la même dignité. Plusieurs milliers de personnes sont mises à pied ou se font couper leur salaire. Pourtant, les dirigeants des grandes compagnies font des profits records. Nous croyons que le rôle du gouvernement, c'est pas de donner des ressources à tous ces profiteurs, mais plutôt de faire la redistribution des richesses. Nous devons nous demander, est-ce que la santé, l'électricité et la sécurité appartiennent seulement aux riches? Est-ce que nous voulons retourner 40 ans en arrière? Est-ce que nous voulons faire ce que nos parents ont gagné avec la sueur de leur front? Ce printemps, avec nous, nous avons dit, c'est assez! Ils nous offrent des miettes du haut de leur tour d'ivoire, mais nous voulons l'égalité. Et depuis maintenant 5 mois, nous nous battons pour l'obtenir. Nous ne sommes pas des utilisateurs et des consommatrices de services. Nous sommes des citoyens et des citoyennes d'un monde en changement. Notre gouvernement et leurs riches amis saboteurs de la chose publique ont voulu tout individualiser. T'es malade, tu payes. Tu veux te chauffer, tu payes. Tu veux étudier, tu payes. Mais nous lui démontrons qu'ensemble, il est possible de réaliser des choses. Qu'ensemble, nous aspirons à un autre projet de société. Un projet de société juste, équitable et solidaire.
nos droits. Nous devons aussi défendre le bien commun. Notre lutte, qui était d'abord étudiante, est le réveil d'un peuple dans son ensemble. D'un peuple qui comprend maintenant qu'il a le pouvoir de changer les choses et qu'il a la possibilité de le faire. Le gouvernement et ses amis démantèlent le bien public. Nous lui répondons, ensemble, construisons à nouveau. Nous sommes l'avenir. C'était Catherine Ruot, membre du conseil exécutif de la classe. Le néolibéralisme n'attaque pas seulement l'éducation, il n'attaque pas seulement les services publics, il attaque également l'environnement. Accueillons maintenant Chantal Gaillou, étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous voir si nombreuses et nombreux aujourd'hui venus manifester contre la hausse des frais de scolarité. Mais parlons aussi des autres dossiers où le gouvernement de Jean Charest fait piètre figure, comme l'environnement. Les gaz de schiste, le vol de l'île d'Anticosti pour l'extraction du pétrole, le pillage des territoires autochtones pour la privatisation de nos ressources naturelles. Les dossiers sont nombreux au Québec et se font tous au nom du productivisme, de la croissance verte, la croissance durable, sanctifiée au sommet de la Terre à Rio+20 ce printemps. Jean Charest et ses libéraux nous proposent un soi-disant projet de société, le Plan Nord, tel un mirage. Tel un mirage du pillage qui, sans redevance versée aux communautés, contribuera à imposer sa logique marchande de domination. 821 millions de dollars de fonds publics payés par nos impôts sont investis en infrastructures pour desservir les minières, avec la construction d'un port en eau profonde dans la baie d'Hudson à Kudjurapik pour l'ouverture stratégique du passage du Nord-Ouest. De ces 821 millions de dollars seront aussi construits un chemin de fer à Coudjouac, des aéroports et de nombreuses routes au nord du 49e parallèle. Avons-nous été consultés? Ces décisions se font en catimini, loin de nous, entre le gouvernement et les multinationales. Connivence, corruption, cartel, oligarchie, technocratie, appelez-le comme vous le voulez, ce système de pouvoir a assez duré. Dehors les libéraux! Tout ça pour du fer, du cuivre, des diamants, de l'or, de l'uranium, de l'amiante. Oui, de l'uranium au mont Otiche, au nord de Chibougamau. Et oui, de l'amiante. Le gouvernement de Jean Charest a remis un prêt de 58 millions de dollars pour la relance de la mine Jeffrey à Asbestos. L'amiante, cette ressource bannie parce que cancérigène, on veut l'extraire pour l'exporter dans les pays en voie de développement. Mais voyons. Au nom de la croissance, tout est permis. Wisco, Extrata, Stornoway, Tata Steel, ArcelorMittal, Goldcorp sont quelques-uns des meilleurs partenaires des libéraux. De connivence avec le gouvernement Harper, nos impôts sont investis pour maîtriser, externaliser, voire socialiser le risque social et environnemental des entreprises minières, pour que leurs profits soient toujours plus astronomiques et internalisés, privatisés, alors que le minerai sera extrait chez nous, puis exporté et transformé ailleurs. C'est le développement durable, nous dit Jean Charest. Pour la croissance verte, nous ont dit les grands dirigeants au sommet de la Terre à Rio+20. Ces grands projets, ici comme ailleurs, ne se font jamais dans le respect de l'environnement et de la vie humaine. 20 ans déjà depuis le grand sommet de Rio. 20 ans déjà qu'on nous dit de faire confiance au gouvernement pour que leur politique environnementale nous permette d'éviter la catastrophe.
20 ans déjà qu'on voit échouer la diplomatie et la coopération internationale entre les grands de ce monde. Et les conditions environnementales, elles, se dégradent toujours à un rythme plus alarmant. Nous ne serons plus dupes. Pour la première fois depuis trop longtemps, le Québec est sorti de sa torpeur et s'est éveillé ce printemps. Nous n'accepterons plus que notre gouvernement soit ni plus ni moins une grande chambre de commerce à la solde et sous contrôle du capital. C'est ensemble, en solidarité avec les millions, voire les milliards de personnes qui luttent quotidiennement à travers le monde, que nous prendrons conscience de notre empreinte environnementale et que nous trouverons les moyens d'y remédier. Et pour ce, une éducation gratuite, de qualité et accessible à tous est notre arme la plus redoutable. Je rêve avec vous d'une nouvelle écologie sociale, d'une nouvelle société, d'une éco-société où chacun a son droit de parole, se réapproprie son pouvoir d'être et son pouvoir d'action, et où notre rapport à la nature est redéfini comme un tout, et non comme une pyramide qui n'avantage que le plus fort au sommet. Redéfinissons notre vivre ensemble, engageons la transition, entamons la décroissance, résistons encore. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. C'était Chantal Gaillou, étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. La manifestation partira au coin devant la BNQ dans quelques minutes. Et pour commencer cette 5e grande manifestation du 22, allons-y avec un slogan classique de la grève. Crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Crions plus fort. On se va dans la rue. Merci d'être encore venus en si grand nombre. Je pense que nous pouvons être fiers. Et nous pouvons même le dire à Jean Charest lui-même. Nous sommes devant son bureau. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à M. Charest en ce moment? M. Charest pensait que nous allions nous essouffler. Mais dans 3 semaines, M. Charest pense que nous allons faire du porte-à-porte pour le Parti québécois. Ben, on a des surprises pour lui. Dans 3 semaines, M. Charest, les étudiants et étudiantes du Québec seront de retour sur le lac des Pictages, seront de retour en grève. Et pour nous en parler, accueillons Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de la classe. Bonjour tout le monde! Merci infiniment de vous être déplacés en si grand nombre aujourd'hui
est attaqué plus que jamais. La droite redouble d'ardeur pour nous chasser des campus, pour nous chasser des festivals, pour nous chasser de certaines villes du Québec. On assiste en ce moment à une chasse aux sorcières qui fait honte à la démocratie québécoise. Mais il nous faut se rappeler pourquoi ils nous chassent comme ça. Ils nous chassent comme ça parce que nous leur faisons peur. Nous leur faisons peur. Nous leur faisons peur avec notre nombre. Nous leur faisons peur avec notre grève. Nous leur faisons peur avec nos mots. Nous leur faisons peur avec notre détermination. Et surtout, nous leur faisons peur avec nos idées. Pour une des rares fois dans notre histoire, la machine libérale se sent débordée de partout. Nous sommes des dizaines de milliers d'étudiants, d'étudiantes, de travailleurs, de travailleuses qui ne demandent qu'à faire la liste des scandales libéraux. Anticosti, taxe santé, plan Nord, gaz de schiste, hausse des frais de scolarité, corruption. Nous sommes des centaines de milliers. Nous sommes des centaines de milliers à rêver de plus, à rêver de mieux pour le Québec. Nous sommes des centaines de milliers à vouloir en finir, à être déterminés à en finir avec les libéraux, avec Jean Charest, avec leur politique néolibérale. Nous sommes des centaines de milliers à vouloir enfin redonner ce pays à son peuple. Partout, plus que jamais, les gens se rassemblent, les gens s'organisent, les manifestations de casseroles se sont transformées en assemblées populaires. Partout, notre démocratie directe fait exemple. Grâce à notre mobilisation, grâce à notre grève, une démocratie qui était depuis trop longtemps endormie est en train de se réveiller dans les quartiers, dans les villages. Les assemblées sont de plus en plus nombreuses. Les citoyens et les citoyennes s'éveillent, font de la politique comme rarement dans notre histoire. Et ça, c'est à cause de nous. Il n'y a pas si longtemps, on disait un autre Québec est possible. Aujourd'hui, il y a une chose dont je suis certain. Ce Québec-là, il existe déjà. Il marche ici, aujourd'hui, à Montréal, à Trois-Rivières, à Québec. Et je suis convaincu que ce n'est qu'une